Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal en langue française sur Télé Liban. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé au président de la République, Joseph Aoun, son soutien au Liban dans un message transmis par son envoyé spécial Jean-Yves Le Drian. Les discussions ont porté sur les préparatifs de la prochaine conférence de soutien à l'armée libanaise prévue au début de l'année 2026. Le Drian a indiqué que l'engagement dans les négociations actuelles contribue à réduire les tensions et les risques d'escalade. Il a également informé le président Aoun que Paris accueillera le 18 décembre une réunion réunissant le représentant américain Morgan Ortagus, la conseillère diplomatique d'Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre, ainsi que l'émissaire saoudien, le prince Yazid Ben Farhan. Le commandant de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haïkal, y participera également. Cette rencontre préparera en grande partie la conférence internationale destinée à renforcer l'appui à l'armée libanaise, un dossier jugé prioritaire face aux défis sécuritaires actuels. Un an jour pour jour après la chute de Bachar el-Assad, le président syrien Ahmad Sharia a lancé un appel à l'unité nationale. Malgré une transition politique saluée par une partie de la communauté internationale, la Syrie reste minée par les violences intercommunautaires et les tensions sécuritaires. À Damas, la date est symbolique, 8 décembre. Il y a un an, la capitale syrienne changeait de visage après la chute de Bachar el-Assad, renversée par une offensive claire des forces rebelles. Ce lundi, le pays marque cet anniversaire entre célébrations officielles et profondes fractures. À la mosquée des Omeyyades, Ahmad Sharia, ancien djihadiste devenu chef d'État, apparaît en uniforme militaire comme le jour de son entrée à Damas. Il appelle les Syriens à unir leurs efforts pour reconstruire un pays brisé par 14 ans de guerre civile. Il scande « La phase actuelle exige de bâtir une Syrie forte, stable et souveraine ». En un an, Ahmad Sharia a œuvré à réhabiliter la Syrie sur la scène internationale. Levée progressive des sanctions, retour des missions diplomatiques, premières aides à la reconstruction. Un tournant remarqué par l'ONU. Selon son secrétaire général Antonio Guterres, c'est l'occasion de penser des divisions profondes et bâtir une Syrie où chacun vit dans la dignité. Mais la réalité du terrain rappelle la fragilité de cette transition. Les régions druzes et alaouites, déjà éprouvées par des années de domination du régime Assad, sont régulièrement secouées par des violences intercommunautaires. À cela s'ajoutent les frappes israéliennes de plus en plus fréquentes qui visent des infrastructures sécuritaires au cœur même de la capitale. La commémoration officielle est ternie. Le chef spirituel alaouite Razal Razal a appelé au boycott, dénonçant l'insécurité persistante pour sa communauté. Dans le nord du pays, l'administration kurde interdit les rassemblements, évoquant la montée des cellules terroristes. Malgré les tensions, une parade militaire doit clore les célébrations à Damas. Un moment soigneusement orchestré par le pouvoir pour affirmer sa légitimité, mais qui ne masque pas les défis immenses qui attendent encore la Syrie. Un pays à reconstruire, des communautés à réconcilier, une souveraineté à préserver. Un an après la fin de l'ère Assad, la Syrie entre dans une nouvelle phase, où l'unité que prône Ahmad Sharia reste encore à conquérir. À New York, cette fois, Américains, Israéliens et Qataris ont tenu une réunion discrète, la première depuis l'accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza. 3 mois après une frappe israélienne inédite sur Doha, les 3 pays tentent de rétablir un canal de coordination au moment où la trêve à Gaza reste fragile et que les médiateurs réclament le retrait des troupes israéliennes. C'est à New York, loin des caméras, qu'Israël, le Qatar, les États-Unis ont renoué dimanche un dialogue diplomatique délicat. Une rencontre confirmée par un haut responsable de la Maison-Blanche qui refuse toutefois d'en dévoiler le contenu. Selon les révélations du média américain Axios, l'hôte de cette réunion n'était autre que Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour les dossiers du Moyen-Orient et de l'Ukraine. Côté israélien, le chef du Mossad David Barnea
aurait fait le déplacement signe de l'importance stratégique de ces discussions. Objectif, consolider l'accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, un accord dans lequel le Qatar a joué un rôle central en tant que médiateur entre Israël et le Hamas. C'est la première rencontre du haut niveau depuis l'entrée en vigueur de la trêve du 10 octobre, un cessez-le-feu encore fragile selon tous les acteurs impliqués. Le contexte reste tendu. Début septembre, une frappe israélienne sans précédent avait visé Doha, tuant 6 négociateurs du Hamas. Un épisode qui avait irrité Donald Trump, très mécontent, avait-il admis, et qui avait provoqué des excuses officielles de Benjamin Netanyahou au Qatar. Samedi encore, le Premier ministre qatari, Sheikh Mohammed al-Thani, demandait le retrait complet des troupes israéliennes de Gaza et le déploiement d'une force internationale pour stabiliser la région. Pour lui, impossible de parler d'un cessez-le-feu tant que l'armée israélienne reste au sol. La Maison-Blanche, elle, a mis en place à l'automne un groupe tripartite, Israël, Qatar, États-Unis, pour améliorer la coordination, résoudre les différends et prévenir les menaces méconnues. La rencontre de dimanche serait la première réunion formelle de ce nouveau mécanisme. Sur le terrain, la trêve tient, mais les frappes sporadiques et les tensions diplomatiques rappellent que la paix reste lointaine. Le dialogue de New York pourrait-il ouvrir une nouvelle fenêtre diplomatique ? Pour l'instant, aucune annonce concrète, mais la discussion est relancée. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Face à la montée des conflits, des catastrophes naturelles et l'effondrement des financements internationaux, l'organisation lance un appel humanitaire 2026, drastiquement réduit. Elle dénonce l'apathie du monde et alerte. Des millions de vies dépendent d'une mobilisation immédiate. C'est un cri de colère, mais aussi un appel à l'aide. L'ONU dénonce un monde devenu indifférent aux souffrances de millions de personnes. En présentant son appel humanitaire 2026, l'organisation retrace une année marquée par les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles et un effondrement inédit des financements. Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires, n'a pas mâché ses mots. Il évoque une époque de brutalité, d'impunité, où le droit international est piétiné et où les violences sexuelles atteignent des niveaux terrifiants. Cette année, 240 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente, mais l'ONU ne peut viser que 135 millions faute d'argent. Elle demande 33 milliards de dollars pour 2026, un objectif déjà revu à la baisse. En cause notamment la chute spectaculaire de l'aide extérieure américaine décidée par Donald Trump, de 11 milliards en 2024 à seulement 2,7 milliards en 2025. Une décision qui a contraint l'ONU à élaborer un plan hyper priorisé de 23 milliards de dollars, décrit comme un choix de vie ou de mort. En haut des priorités, Gaza, la Cisjordanie et le Soudan, ravagés par la guerre entre généraux rivaux. C'est là, dans le Darfour, que Tom Fletcher a rencontré une jeune mère survivante d'un drame inimaginable, mari et enfant tués, voisins massacrés et un viol pendant sa fuite vers Taouila. Un destin parmi des milliers d'autres. Pour 2025, sur 45 milliards demandés, seuls 12 ont été financés, le niveau le plus bas depuis 10 ans. Résultat, 25 millions de personnes n'ont pas reçu l'aide promise. L'ONU ne demande, dit-il, qu'un peu plus de 1% des dépenses mondiales en armement. Les Nations Unies mèneront une campagne mondiale pendant 87 jours, un pour chaque million de vies à sauver. Reste à savoir si le monde sortira de son empathie avant qu'il ne soit trop tard. Dans une ville en quête de respiration culturelle, Arab Art Fair a réuni des dizaines d'artistes du Liban, offrant à Beyrouth un rare moment d'unité, de couleurs et de créativité partagée. Beyrouth a vibré au rythme des couleurs et des récits du monde arabe grâce au Arab Art Fair. Ce n'était pas seulement une exposition, c'était un mouvement, un souffle culturel qui relie les générations d'artistes, d'ici et de toute la région. Après 3 éditions qui ont réuni plus de 200 artistes issus de 13 pays, cette nouvelle édition a une nouvelle fois transformé la capitale en carrefour créatif. Peintres, sculpteurs, photographes, calligraphes, des dizaines de créateurs d'exception, chacun avec son univers, sa mémoire, ses blessures, ses rêves.
Toiles éclatantes, visages sculptés, mots tracés à l'encre, chaque œuvre racontait une histoire, un fragment de l'histoire du monde arabe. Et le public a répondu présent. Jeunes, familles, collectionneurs, curieux, tous venus explorer un voyage artistique qui dépasse les frontières et les générations. En parallèle, l'Arab Art Fair a ouvert ses portes au débat. Des tables rondes, des discussions, des voix critiques et expertes. Un espace où l'art ne se regarde pas seulement. Il se pense, il se questionne, il se partage. Arab Art Fair a rappelé une vérité simple. Au cœur des crises, l'art reste l'un des derniers langages capables de rassembler, de guérir et de créer du sens. Un rendez-vous qui continue de faire du Liban une scène culturelle vivante, ouverte et résolument tournée vers l'avenir. C'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de Télévision. À très bientôt.